Hey, Emmanuel, pour te dire à quel point les gens sont cyniques, là. Cyniques. Il y a des gens qui croient que la CAQ a ressuscité le projet de troisième lien juste pour gagner les élections partielles à Arthabasca. Ça se peut-tu, ça, être cynique comme ça? Ben non, voyons donc, Ben c'est un non. projet structurant et fondateur auquel ils ont toujours cru. Mais Bon. je remets pas en question le fait qu'ils y croient, mais on est plusieurs à remettre en question le fait qu'ils croient en sa faisabilité. Et moi, ce que je ne m'explique pas dans l'annonce d'aujourd'hui, c'est que tout ça, s'il y a une leçon à tirer de cette saga, c'est que peut-être qu'il faudrait arrêter de faire de la petite politique électorale avec des ponts et des tunnels, OK? Hum. Je sais, l'époque du Plessis, c'est terminé, là. Alors que là, cette fois-ci, on irait avec une approche sérieuse, méthodique, scientifique. Alors, on a commencé par demander à la Caisse de dépôt et de placement d'évaluer ça. Là, la Caisse de dépôt dit, pas vraiment de besoin, tu sais, mais puis là, on trouve le petit argument, là, les trois petits mots de sécurité économique qu'on embarque là-dedans. La Caisse de dépôt a évalué différents corridors pour le faire. Et il y a un corridor qui est écarté. Et là, je cite, étant donné la grande complexité technique de l'ouvrage et les très fortes difficultés d'insertion des deux côtés des berges. L'infrastructure est très complexe, ayant des ouvrages de très grande portée, des tunnels, des tranchées couvertes. Le raccordement est très complexe. Les contraintes physiques et environnementales importantes seront imposées. Puis c'est tellement important, ça, que CDPQ a même pas poussé plus loin l'évaluation de ce trajet-là en disant pas bon, là, c'est too much, là, ça se peut pas. Hum. C'est lequel, le tracé qu'on a retenu de la part de Mme Guilbeault? Pas celui-là. C'est ce tracé-là! Alors, tu dis, jusqu'où est-ce que c'est sérieux comme démarche, tu sais, quand les gens, les experts, les top guns de ces affaires-là, on leur a demandé un verdict sur quoi faire, un des tracés qui disent oubliez ça, les amis, c'est celui qu'on retient. Gaëtan, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est pas pour l'élection d'Arthabasca, c'est pour l'élection de 2026 et je pense que c'est un gouvernement actuellement désespéré et irresponsable de faire cette annonce-là. Garde, là, je vais rajouter à ce que Emmanuel a dit et auquel je souscris, là. Il y a une réalité, là, actuellement, là. Je n'ai jamais de ma vie entendu assister à une annonce aussi arrogante que celle-là. Quand la ministre des Transports, membre d'un gouvernement décoté, parce qu'il dépensait trop par rapport à ses moyens, notamment en infrastructure, vient annoncer un projet non chiffré qui va être dans au moins 10 à 15 milliards de dollars, à un moment où ils sont décotés, pour lesquels tu ne mets pas le coût dans l'annonce. Donc, c'est pas au PQI. Au même moment, tu dis, on va faire le montage d'une telle manière que ça va être irréversible. On va faire ça d'une telle manière que si un nouveau gouvernement arrivait et parce qu'il n'y a pas d'argent, face à une décote, déciderait de mettre un holà là-dessus, ben non, les pénalités vont être tellement énormes qu'ils vont être obligés d'aller de l'avant pareil. Écoute, ça s'appelle rire des contribuables. C'est du Maurice Duplessis des années 50 en pensant que le monde, c'est une gang de caves. Je veux juste te rappeler une chose, Richard. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital des fourmis dans les dentiers, des pannes à répétition, des salles d'opération où on arrête d'opérer, là, ben le gouvernement Legault a refusé. Il a refusé Ben, parce qu'au PQI, tu es obligé de le faire. Alors là, tu as ce gouvernement-là qui va engager des sommes faramineuses dans une période où il n'y a pas les moyens. Alors la question qui vient à la suite, là, à part le fait que c'est irresponsable, c'est quoi les autres projets qu'on va arrêter pour faire plaisir mais, aux députés de la CAQ qui veulent se faire élire dans la région de Québec? Écoute, Richard, là, c'est juste indécent. C'est oui. irresponsable. C'est arrogant. On n'est plus dans le cynisme, Emmanuel, là. On est beaucoup plus loin que ça, là. Moi, là, aujourd'hui, je vais te le dire, là, j'ai honte du Québec Emmanuel, d'être Emmanuel, gouverné par des gens irresponsables. Emmanuel, aujourd'hui, on vient d'annoncer des coupes dans l'éducation.
En éducation, on annonce ça, là, des coupes en éducation, alors qu'on est prêt à se lancer dans un projet comme ça. Voyons donc. Oui, mais c'est facile de le promettre, on n'a pas le prix. Parce que Ah une oui. partie de l'opération aussi, c'est pas de maintenir en vie cette lubie et ce projet d'un troisième lien. Le but, c'est comme il faut que ce soit le plus payant possible, tant qu'avoir marché sur la peinture et s'être roulé dedans, mais là, maintenant, il faut se rendre jusqu'aux élections puis que ça paye. Alors, on mène toute cette opération-là comme un vaste striptease politique, là. Ben oui. Il y a eu, on va y penser, on va lire le rapport, on va étudier le rapport, on va présenter un corridor. Puis après ça, on va présenter un tracé, on va présenter le prix, on va présenter l'architecte. Et comme ça, ben, Oui. ça fait durer le plaisir aussi longtemps possible. Puis tu peux tirer la sauce aussi longtemps que tu veux. Effectivement. Quand même, Gaétan, comme je disais tantôt à Emmanuel, on vient d'annoncer des coupes en éducation, on annonce des coupes en santé, puis on se lancerait dans un projet comme ça. Voyons. Ben oui, c'est irresponsable. Je sais pas, apparemment que la ligne a coupé, je sais pas où ça a coupé, là, mais il y a quelque chose d'indécent là-dedans et d'irresponsable, là. Puis je vais le redire au cas où ça n'a pas passé dû à mon réseau, là. Écoute, on est décoté parce qu'on fait trop de projets. C'est ça qu'ils ont dit, là. Standard & Poor's, vous faites trop de projets pour l'argent que vous avez. Vous mettez même pas, ce gouvernement ne met même pas le budget des hôpitaux comme Maisonneuve dans son budget. Ils le mettent même pas au PQI. Et là, on a une ministre qui s'en vient nous dire, ben, regarde, on va présenter ça d'une telle manière que si vous voulez l'arrêter, vous allez payer des pénalité à un point tel que vous allez avoir pas le choix d'aller de l'avant. Ça s'appelle prendre les gens en otage. Puis moi, écoute, moi, j'ai plein de téléphones dans les temps qui courent de Santé Québec où on demande aux gens de couper encore pour l'année prochaine. Pas couper pour l'année dernière, couper pour l'année prochaine dans tous les domaines. L'entretien, la salubrité, tout, name it, là. Alors ça, c'est ce gouvernement-là qui va couper partout, dont en éducation, puis au bout de la ligne, c'est quand même extraordinaire, t'annonces un projet qui va probablement coûter 15 milliards. Ça s'invente pas. Oui. Emmanuel, Michael Sabia qui s'en va à Ottawa, tu trouves pas que c'est représentatif de l'époque, là, justement, où quelqu'un qui était censé là, présider au développement économique du Québec, soudainement, est attiré par les sirènes d'Ottawa? J'ai de la misère, en tout respect, à souscrire là, à cette espèce de test d'allégeance là, que certains imposent à Michael Sabia, comme s'il aurait dû se sacrifier lui-même. La réalité, c'est que Michael Sabia, je pense que ce qui explique définitivement son choix d'aller du côté d'Ottawa, c'est que il croit totalement dans le projet de M. Carney, puis il croit depuis avant les élections. M. Sabia faisait un discours au Cercle canadien en février dernier. Je le relisais hier. Je te jure, Richard, on dirait que c'est Mark Carney qui parle, là. Alors, la réalité, c'est que il sent qu'il a enfin l'opportunité de mettre en œuvre une vision plus globale de l'économie canadienne. C'est comme si Mark Carney est en train d'essayer de bâtir une machine de guerre autour de lui avec des gens qui ont l'expérience du secteur privé. Marc-André Blanchard, qui était à la Caisse de dépôt, mais qui a aussi été avocat, qui a été ambassadeur, etc. Et avec Michael Sabia, qui conjugue là, cette expérience de la haute fonction publique, cette expérience de la gestion des grandes caisses de retraite et l'expérience du secteur privé. Et ça, objectivement, si tu regardes la liste des mandarins de l'État, ça ne court pas les rues. Le défi, cependant, c'est que c'est très drôle. À Ottawa, c'est comme si déjà M. Carney est très exigeant avec ses équipes. Moi, j'entends dire qu'il y a même un code vestimentaire. Là, tu te pointes pas au bureau en gogoune puis en mini-jupe là, parce qu'il fait beau dehors. On sent les ministres qui sont disciplinés. Là, c'est comme si le shérif vient de débarquer. Là. Parce que M. Sabia, c'est pas « Ah, je comprends, on va travailler dans le que je te mets. » C'est une gestion axée sur la performance, les objectifs, les résultats. La ici à Ottawa, c'est qu'il va en avoir des mises à la retraite là, dans la haute fonction publique au cours des prochains mois parce que ceux qui ne livrent pas la marchandise, là, ils vont se faire montrer la porte assez rapidement. En même temps, moi, je pose la question, est-ce qu'il y a un syndrome Michael Sabia?
Et ça, je t'explique, c'est notre collègue ici à Ottawa, Paul Wells, qui, dans une chronique aujourd'hui, rappelait qu'à chaque fois que M. Sebia débarque quelque chose, c'est comme si, tu sais, le Messie venait d'arriver, là, tu sais. Michael Sebia est arrivé. Il y aura de grandes choses à l'horizon, mesdames et messieurs. Puis, il réussit pas, puis il s'en va. Fait qu'il est arrivé à la Banque d'infrastructure du Canada, il devait lancer la machine, la Banque d'infrastructure allait se fonder sur le modèle de ce qui avait été fait pour financer le REM, puis nana. Puis là, finalement, il est allé au ministère des Finances. Puis là, au ministère des Finances, là, enfin, le gouvernement Trudeau allait s'intéresser à la croissance économique, puis etc. Puis, là, il est allé chez Hydro-Québec. Fait que là, il est allé chez Hydro-Québec, puis là, OK, il allait donner un coup de barre. Il a fait le plan stratégique, mais là, il s'en va à Ottawa. Donc, est-ce qu'il est l'homme des causes inachevées? Je pense que c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui. Gaétan, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, il y a une question que personne ne pose, ou presque, à savoir, dans le cas de Michael Sebia aujourd'hui, est-ce qu'il s'en va parce qu'il y a un gouvernement qui est en difficulté, donc il va y avoir un nouveau gouvernement à la suite, et le nouveau gouvernement pourrait très bien, disons, perturbé, modifié, changé, altéré, le mot était à choisir par Michael Sebia, son plan, parce que le plan, c'est quand même lui qui l'a écrit. Rappelons que Hydro-Québec a eu des difficultés avec différents ministres du gouvernement Legault. Là, ça allait bien, probablement parce que les communications étaient directes avec le premier ministre. Et là, il y a la loi 89 qui vient d'adopter sous Bayon. Et comme je viens de le dire, il va y avoir une élection avec tout ce qui s'ensuit comme possibilité. Alors moi, je pense qu'il y a des gens dans la vie qui sont performants, et c'est un gars performant, qui choisissent dans leur carrière de partir quand ils sont au sommet. Ça, c'est pas le syndrome Michael Sebia, c'est le syndrome Jerry Seinfeld. Il a déjà dit à un moment donné, pour ceux qui connaissaient son émission, là, il est parti au sommet de son émission. Il s'est pas fait lâcher. Il est parti quand il était au sommet. Alors lui, il a une certaine tendance à partir quand il est au sommet, surtout quand il voit une pente descendante à la suite. Alors, c'est une combinaison, je pense, des deux. Là, il y a un sommet à Ottawa. Là. Il n'y a jamais eu un gouvernement, en tout cas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gouvernement qui était aussi axé dans toute son équipe sur l'économie. Et il faut donner à Mark Carney ce qui lui revient pour le moment. Il s'entoure de gens très compétents, très dynamiques, qui sont capables d'aller du point A au point B avec fermeté, détermination. Puis pour le Canada, c'est une bonne affaire. Alors, il est là pour ce moment-là. Quand il va partir, on pourra commencer à s'inquiéter parce qu'il fait ça. Il s'en va quand il a atteint le sommet, puis il n'attend pas que ça redescende. En terminant, Emmanuel, il y a eu justement une conférence organisée par la Globe and Mail et la banque CIBC et à Bay Street à Toronto. M. Sebia était là et écoute, ils se sont tous mis à chanter le Haut-Canada. On rit plus, là. C'est sérieux. Oui, mais ça, c'est Au moins, dans c'est pas le God Save the Queen. Ah oui. Oui, mais ça, c'est dans les genres de rituels là, propres au Canada anglais qui nous dépassent un peu, je pense. Mais j'espère qu'il n'y a personne ici qui remet en doute l'attachement profond de Michael Sebia au Canada. Là. Ce n'est pas un souverainiste. Il est profondément fédéraliste. Alors, pour lui, de chanter le Haut-Canada, ça peut paraître peut-être particulier, mais c'est certainement pas vu comme un acte, un autodafé ou un acte de déloyauté envers le Québec. Là. Merci beaucoup à vous deux. À demain. Bye. Au revoir.